Entre 1969 et 1974, j'ai séjourné à maintes reprises au Mzab, un groupe d'oasis situé à 600 km au sud d'Alger. J'y ai réalisé 2 films et un livre appelé Lumière du Mzab. Lors de mon premier séjour, le 24 juillet 1969, la veille, Armstrong s'était posé sur la Lune. Ce soir-là, le cheikh Bayoud Brahim Ben Omar, considéré comme un des plus grands théologiens du monde de l'islam et le grand chef spirituel des Mozabites, expliquait sur le toit de la mosquée de Guerrara, à 300 hommes rassemblés pour l'occasion, que la Lune était réellement une planète et que l'homme s'était réellement posé dessus. En même temps, on savait que des commerçants mozabites circulaient dans le monde entier pour acheter et revendre des marchandises en ayant une parfaite connaissance du monde international. Et c'est peut-être le Mzab la meilleure démonstration de ce que le philosophe Pierre Bourdieu appelait le dialogue entre la permanence et l'altération. Prenons Alger comme point de départ et tirons une verticale droit vers le sud. Eh bien, au bout de 600 km, on est à Gardaïa, qui est la capitale de ce qu'on appelle couramment la Pentapole, c'est-à-dire les 5 villes du Mzab. On est là à la frange nord du Sahara, c'est-à-dire la région des oasis, qui est aussi depuis 15 ans celle des puits de pétrole, dont le plus célèbre est Hassi Messaoud, à peine 250 km à l'est. Le Mzab en lui-même, c'est tout petit. Sur 15 km de long, il y a 5 villes qui sont piquetées au bord de l'oued Mzab, dans une forêt de palmiers dattiers. Les hommes qui se sont installés là, en plein désert, sont les descendants de ces missionnaires qui venaient d'Orient et qui, au début du 8e siècle après Jésus-Christ, ont converti les tribus berbères du Jebel Nefoussa en Libye, puis les villes de Djerba et Kérouan en Tunisie, qui deviennent ibadites sous la conduite du célèbre Ibn Rostom, qui allait ensuite fonder l'État roustomite de Tiaret. Au bout de 130 années de gloire et de lumière, ce fut la première fuite au désert vers l'an 900, la fuite vers Sédrata, Isdraten berbère, tout près de Ouargla, après la destruction de la cité de Tiaret par les califes fatimides. L'État roustomide avait ses frontières qui s'étendaient depuis le Maroc jusqu'à la Libye, de Tlemcen à Tripoli, et il avait éclaté sous les coups de boutoir des armées ennemies. Sédrata, d'ailleurs, on en voit les ruines qui émergent encore aujourd'hui des dunes de sable au bord de la route qui va de Ouargla à Hassi Messaoud. Et puis, devant les attaques incessantes menées par les armées ennemies, les Ibadites envoyèrent des messagers 200 km vers l'ouest, vers le Mzab, où ils comptaient installer une base arrière de secours. Et c'est ainsi que vers l'an 1000, les premiers Ibadites installés dans la Chebka commencèrent à livrer ce long combat acharné qui dure encore aujourd'hui, le Mzab. La région du Mzab s'appelle communément la Chebka, ce qui en arabe veut dire filet ou réseau. Une vue d'avion confirme ce terme, d'ailleurs, attribué depuis plusieurs siècles. Des Oueds ont raviné un plateau rocheux en l'enserrant dans une sorte de filet dont chaque maille serait une colline de pierre. Arrivant là, que fallait-il faire? Eh bien, il fallait survivre. Et d'abord, traquer et trouver l'eau par tous les moyens. Car ici, aucune source ne jaillissait, aucun ruissellement permanent n'existait, aucun puits n'était foré. Seul coulait de temps en temps, et coule encore d'ailleurs, l'oued Mzab. Quand je dis couler, j'entends par là qu'une masse énorme d'eau boueuse déferlait sur la vallée à la suite d'un orage subi. Et cela 1 ou 2 fois par an, ou même beaucoup moins, car le lit de l'oued restait quelquefois sec pendant des années. Et c'est d'ailleurs en cela que les oasis du Mzab sont originales. En général, les hommes s'installent, et surtout en milieu désertique, là où il y a de l'eau naturelle. Eh bien, c'est justement cette absence d'eau naturelle et facile qui fut l'un des arguments de l'installation des Ibadites dans la Chebka, car ils fuyaient les persécutions de leurs ennemis, et ils pensaient à juste titre qu'ils seraient plus tranquilles dans un endroit complètement désert que dans une oasis déjà occupée. Premier travail, donc,
La conquête de l'eau est tout d'abord de l'eau de ruissellement grâce à un ensemble de systèmes de captage extrêmement ingénieux. Elles sont cernées d'un réseau de séguias et de canaux, de rigoles qui mènent à des citernes de sorte que pas une goutte d'eau de ruissellement ne puisse se perdre inutilement, même si l'orage n'arrive qu'une seule fois par an. Puis on entreprend de capter le déferlement de l'Oued. On construit des tours de guet, loin en amont, pour guetter la crue dont le mascaret peut être dévastateur pour la palmeraie. On établit toute une série de peignes, de trémies, de freins qui sont destinés à atténuer la violence du flot, à le canaliser selon l'importance de la crue et les besoins de la palmeraie, vers différents niveaux d'écoulement et surtout vers une dune de protection sous laquelle des tunnels d'accès à la palmeraie ont été percés. Sont régulièrement inspectés depuis 10 siècles. Ils sont tout simplement maçonnés de pierres plates et de timshent, qui est un plâtre local très résistant. Leurs sections s'amenuisent et leur profil se modifie de l'entrée vers la sortie au fur et à mesure que la vitesse de l'eau va décroissant. Ce principe de canalisation est différent de celui des fogaras que l'on trouve dans d'autres oasis sahariennes, car les fogaras sont des tuyaux qui vont chercher des eaux souterraines, en amont des palmeraies, alors que les tunnels du Mzab canalisent les eaux de l'Oued. Tout le long des centaines de mètres de parcours souterrains, les Mozabites ont percé des puisards d'aération et d'inspection qui permettent à l'air de s'échapper sous le choc de l'Oued. Et d'ailleurs, récemment, des hydrauliciens ont calculé que ces puisards, en fait d'espacement, de diamètre ou de construction, n'auraient pu être réalisés avec plus d'efficacité aujourd'hui. Et toute cette masse gigantesque d'efforts, tous ces travaux, pour capter uniquement l'eau de pluie qui risquait de couler 1 ou 2 fois par an. Enfin, troisième et dernier système de captage des eaux de ruissellement, les barrages, comme celui de Beni Isgen. Ces barrages datent tous du Xe, XIe, XIIe ou XIIIe siècle et fonctionnent encore parfaitement aujourd'hui. Ils ont été peu à peu rehaussés au fil des siècles et au fur et à mesure que les sédiments se déposaient à l'amont du barrage. Et c'est ainsi que, uniquement par gravité, le flot de l'Oued parvient jusqu'au fond des jardins, jusqu'au bout de la palmeraie. Le jeu des guichets et des séguias dans la palmeraie témoigne du génie de ces jardiniers du XIe siècle. En effet, chaque jardin dispose d'un ou de plusieurs guichets dont l'ouverture est calculée très exactement en fonction du nombre de palmiers et de plantes qui doivent être arrosés et de la distance qui sépare le jardin du flot de l'Oued. En effet, plus l'eau avance dans la palmeraie et plus sa vitesse diminue. Il faut donc agrandir d'autant le diamètre des guichets. Depuis 1936, des puits ont été forés dans la nappe albienne à 600 mètres de profondeur. L'eau a jailli à profusion de l'immense lac souterrain du Sahara. Mais pendant des siècles, l'eau de tous les jours est venue du puits traditionnel, le Delou, qui hélas est aujourd'hui presque disparu.
La longueur du chemin de halage correspond exactement à la profondeur du puits, 20, 40 ou 60 mètres, selon que le cours souterrain de l'oued Mzab est plus ou moins proche de la surface. Le puits et son délou, sorte d'outre en peau de chèvre, a été l'objet de 1000 poèmes. Le chant de la corde sur la poulie a été au cœur de 1000 chansons, de 1000 comptines pour enfants. Et c'est ainsi qu'a coulé l'eau, pendant des siècles, avec tous ses bienfaits. C'est ainsi qu'au fil des siècles, les Mozabites ont recréé les jardins d'Allah. Devant ces scènes, je retrouve toute la nostalgie du vieux Mzab, celui que nous aimons tous et qui fait que la vie dans la Palmeraie est une sorte de paradis terrestre toujours recommencé, un paradis créé par l'eau et par le travail acharné des hommes, un jardin des délices où les Mozabites passent toute la saison chaude, de mai à octobre. La Palmeraie, c'est la ville d'été avec ses jardins, ses maisons noyées dans les arbres, ses médersas où les petits Mozabites vont à l'école. La Palmeraie, c'est l'habitat le plus logique en zone saharienne puisqu'il y fait frais en été à l'époque où le thermomètre frôle quelquefois les 50 degrés à l'ombre, ce qui est quand même assez fréquent. Mais pour les Mozabites, la Palmeraie, c'est beaucoup plus que cela encore. C'est une coutume ancestrale. Pour les Mozabites, il serait déshonorant de ne pas avoir au moins un bout de terrain, un coin de maison au milieu des arbres, pour venir passer la saison chaude. La Palmeraie, on vient y travailler, y faire son jardin, comme on dit dans le midi de la France. On vient y cueillir les fruits de son travail, ou ceux que la nature offre par surcroît, comme la figue de Barbarie, qui est à l'image du nomade dont on sait qu'il faut enlever l'écorce, parfois rugueuse, pour en apprécier toute la saveur. L'été, ce n'est pas la saison des vacances. On y travaille tout autant qu'en hiver.
on construit les maisons avec les matériaux les plus traditionnels. Je dirais plutôt on construisait ainsi, avec du toub, c'est-à-dire de la terre malaxée avec de l'eau. Les Mozabites disent eux-mêmes qu'une maison construite en toub est plus fraîche en été que n'importe quelle autre maison. Et le travail en est très simple. On fait des briques avec des moules en bois, on fait sécher au soleil, et puis on les assemble avec du mortier de toub. Protégée par un enduit de chaux ou de plâtre, la maison durera des siècles. Mais aucune journée de travail n'est concevable sans cette pause merveilleuse, cette cérémonie d'accueil et d'amitié, le thé. 3 petits verres de thé à la menthe, le thé au nana, sous les palmiers, dans un jardin embaumé de jasmin et de chèvrefeuille. Ne serait-ce pas par hasard cela qu'on appelle la qualité de la vie, ce bonheur après lequel nous courons tous sous nos latitudes et que nous rattrapons si rarement. Pour moi, le thé, c'est une certaine forme de bonheur, ineffable et tranquille. Toute la sollicitude du jardinier va au palmier, l'arbre de vie, l'arbre sacré, l'arbre universel du Sahara. À la fin du printemps, les Mozabites montent dans les arbres et procèdent à la cérémonie séculaire de la fécondation des palmiers femelles par le pollen des palmiers mâles. Ils le font eux-mêmes tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'insectes pour transporter le pollen fécondateur et puis aussi parce qu'on obtient ainsi un bien meilleur rendement. Au fil de l'été, et surtout à partir de la mi-septembre, les régimes de dattes s'alourdissent peu à peu et les plus beaux d'entre eux sont mis sous des housses de protection qui les abriteront des oiseaux. La récolte des dattes commence à la mi-septembre pour certaines variétés très précoces, alors que les plus tardives sont récoltées en début janvier. Mais le gros de la production, c'est le mois d'octobre, alors que plus au sud, dans les palmeries du Tibesti, au Tchad, ou de l'Aïr, au Niger, ou bien en Mauritanie, la Guetna, comme on dit dans l'adrar mauritanien, la grande récolte se situe en juillet-août. Les palmeraies mozabites ne sont pas aussi importantes que celles de Tougourt ou de Biskra qui exportent la fameuse datte algérienne, la Deglet Nour, dans le monde entier. Enfin, on y trouve quand même une 60aine de variétés de dattes dont les plus connues, enfin du moins celles que je préfère, sont la Tam Jahourt, qui est une grosse datte rouge, ou la Ulkbela, qui est une délicieuse datte blonde qui fond sous la dent. Malheureusement, la plupart de ces variétés de dattes ne supportent pas le transport. Alors il faut les consommer sur place. Quant au palmier, je disais que c'était l'arbre de vie. En effet, les troncs de palmier étaient utilisés comme poutres d'une portée limitée, certes, mais efficace. Les palmes servaient de coffrage pour les voûtes et les arcs, des patios. Les feuilles donnaient de belles vanneries. Les régimes vidés de leurs dattes étaient les plus efficaces des balais. Les dattes elles-mêmes étaient là pour la nourriture. Certaines d'entre elles étaient compressées en une sorte de pâte, stockées dans des silos en plâtre à l'abri de l'air. Parfois pendant des années, vieille technique de l'âge des invasions qui permettait au moins partiellement d'échapper aux redzoux des tribus guerrières. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, aucune datte n'est jamais abandonnée par terre. De même que jadis en Europe, tout grain de blé était ramassé, aucune datte n'est jamais laissée pour compte, même en période d'abondance.
Et puis, l'automne arrive. Les dattes sont récoltées. On quitte la Palmeraie en même temps qu'arrive l'hiver et ses nuits froides. La Palmeraie n'est pas très éloignée de la ville, du Ksar. Quelques centaines de mètres, 8 kilomètres dans le pire des cas. Et cette double migration annuelle rythme la vie du Mzab depuis des siècles. L'été dans la Palmeraie et l'hiver d'octobre à avril dans la cité, dans la ville, dans le Ksar. Les villes du Mzab, pour moi, sont un mystère d'harmonie, c'est-à-dire de contradictions maîtrisées, de contradictions entre un site absolument inhospitalier et un habitat où il fait merveilleusement bon vivre et où l'on pouvait se défendre en cas d'invasion, entre un sol jaune et des maisons bleutées, entre les moutonnements arrondis de la Chepka et la rigueur géométrique de ce paysage urbain fabuleux qui fait penser à une toile d'un peintre cubiste. Jamais cités n'ont été mieux conçues pour abriter, pour cultiver la vie sociale ou familiale de la façon la plus démocratique qui soit. Ici, il n'y a pas de palais. La maison du Shir est conçue comme celle du plus pauvre, ce qui dans un habitat ancien est plutôt rare. Le paysage urbain est le même, depuis le souk, carrefour de la vie profane, exilé aux abords de la cité, jusqu'à la mosquée qui domine la ville et où viennent mourir les bruits du monde. Le souk, c'est la grande fête profane, la fête des échanges. Le souk existe depuis le début du Mzab, car les Mozabites avaient très vite compris l'intérêt stratégique et financier qu'il y avait à transformer les cités de la Chepka en étapes nécessaires pour ces grandes caravanes qui venaient du sud ou du nord, qui apportaient des plumes d'autruche, l'or, le sel ou les esclaves. Mais comme les Mozabites étaient déjà des gens prudents, ils avaient aussi compris que pour des raisons de sécurité, les souks devaient rester à la lisière de leurs villes fortifiées. Et c'est pourquoi tous les souks du Mzab sont maintenant à la périphérie des villes. Lieu de passage pour l'homme, le souk voit aussi défiler tous les jours les chèvres qui, toutes seules, chaque matin, retrouvent leur berger à la porte de la ville et qui, le soir, tranquillement, toutes seules, sans jamais se tromper, rejoignent leurs minuscules écuries logées jusqu'en haut de la ville. Rompu à ce va-et-vient constant entre le quotidien et le sacré, le Mozabite, tout naturellement, est devenu le roi des commerçants et des commerçants honnêtes. On apprécie toujours son sens de l'accueil et la richesse de ses étals à Gardaïa ou à Alger. Et c'est là, sur le souk, qu'il a appris à échanger, à peser, à acheter. C'est là,
par le miracle de l'échange et de l'ouverture constante sur le monde, que des générations nouvelles de médecins, d'avocats, d'industriels sont nées peu à peu. Le souk, c'est un petit peu l'école de la vie de tous les jours, c'est l'école de la vie, tout simplement. هات لون قص 13 ب 16 كل هذه ما نديهاش بابا هي الاولى والله هي الاولى هذا اختيار بالكادي هي الاولى حضرناكم وخلاص يلا يربح خلاص. L'échange trouve encore aujourd'hui une de ses formes les plus originales dans la vente aux enchères, telle qu'elle est pratiquée depuis des siècles, par exemple ici, sur le souk de Beni Isgen. Ici, on vend tout et n'importe quoi, le traditionnel et la brocante, mais toujours aux enchères. Les commissaires-priseurs sont assermentés, choisis parmi les hommes les plus pieux et les plus sages de la cité par le conseil de la ville, la Jma'a, vieille institution berbère, et par le conseil des religieux, la Halka des Azaba, dont les représentants sont là, à l'heure du couchant, et contemplent ou rêvent. Ils rêvent d'objets hétéroclites ainsi que les visiteurs des cités voisines, de Metlili ou de Sebseb, venus pour acheter ou vendre un tapis, une couverture, un miroir, un frigo, n'importe quoi. Car échanger, vendre ou acheter, c'est la tradition du Mzab. On retrouve dans les vieilles chroniques ibadites de Djerba ou de Sedrata ou du Mzab ces histoires extraordinaires, l'histoire de ces marchands de Gardaïa descendus jusqu'au fleuve Sénégal pour commercer avec les royaumes de Ghana, passant par Sijil Massa, la capitale sophrite du sud marocain, par Chinguetti, la ville religieuse de l'Adrar, par Aoudagost, la grande cité disparue dont on fouille les restes aujourd'hui sur le site de Tegdaoust en Mauritanie. Au Mzab, on peut tout acheter ou vendre aux enchères, et même les légumes en été quand les jardins regorgent de potirons ou de melons jaunes, et l'on voit les maraîchers qui viennent apporter leurs légumes, et qui les vendent, ou qui les achètent aux enchères. Tout se vend et tout s'estime. C'est l'aboutissement logique du travail, la fin et le départ de tous les efforts. Ici, pourtant, sur le souk, les femmes sont physiquement absentes. On les voit certes passer au loin, discrètes, drapées dans un haïk blanc. Elles sont la clé de voûte de la famille, mais leur royaume s'arrête au mur de la maison. Dans la vie courante, la vie de tous les jours, les vêtements, les ustensiles familiers sont encore aujourd'hui achetés par les hommes. C'est une règle encore stricte au Mzab, malgré l'évolution, malgré le progrès.
Le travail de l'argent et de l'or était jadis réservé aux Juifs du Mzab, qui étaient en fait des berbères judaïsés arrivés de Djerba au XVIe siècle avec le shir Ami Saïd. Les Juifs du Mzab ont tous quitté l'Algérie au moment de l'indépendance en 1962 et l'orfèvrerie a été pratiquement abandonnée. Reste le travail du cuivre et en particulier la confection des plateaux.